Aujourd'hui, mon rapport au corps, il est assez serein. En fait, je vois un peu ça comme quelque chose que je dois consolider de jour en jour. Et donc, aujourd'hui, c'est cool. Ça l'a pas toujours été. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e numéro de Club Internet, le podcast de Numérama où l'on vous parle de tech, de numérique et autres aventures trépidantes du net. Je suis en compagnie de Marie Turcan, rédactrice en chef adjointe de Numérama. Bonjour Marie. Salut. Tu vas bien Marie ? Ça va, la grande forme. Heureuse de revenir pour ce 2e numéro de... Je suis hyper contente parce que Club Internet c'est mon podcast préféré de tout l'internet. De toute la galaxie même. De toute la galaxie. Et nous accueillons également aujourd'hui Léa Bordier, réalisatrice web. Bonjour Léa. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis très contente d'être ici. Mais nous sommes aussi ravis de te recevoir. Merci. Tout le monde est hyper content. Est-ce que le Club Internet est aussi ton podcast préféré de la galaxie ? Évidemment, je ne connais que lui. Bonne réponse. T'as bien répondu à la question piège du Club Internet. Ça va, je peux rester du coup ? Elle a une horde de fans sur Twitter. Quoi ? Elle ne connaît que Club Internet. Et tu vas recevoir des milliards de liens quand on voit le podcast. Mais justement, en parlant du Club Internet, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a eu un peu de changement ces derniers temps dans ce podcast, chères auditrices et auditeurs. Déjà, nous avons un nouveau logo. Un superbe logo créé avec soin par notre web designeuse Chloé Batio. Donc merci Chloé pour ce beau logo à l'effigie de Wonder Woman. Pourquoi ? Parce que avec ce dernier numéro, donc le précédent où nous avions invité donc la responsable de Amour Solitaire, nous avons ouvert notre Wonder Woman édition. Superbe nom trouvé en brainstorming avec Marie Turcan. Très efficace. Voilà, vous pouvez applaudir Marie. Donc c'est une nouvelle saison de podcast, toujours sous l'égide de Club Internet, sauf que cette fois-ci c'est consacré au lien entre les femmes et Internet, comme le nom le laissait quand même un peu deviner. Donc au programme on parlera toujours de thèmes de société, d'innovation et de sujets mirobolants puisque nous sommes dans Club Internet. Et chaque mois nous recevons, puisque le podcast est en cours, une invitée différente, qu'elle soit gameuse, développeuse, youtubeuse, droniste, tout ce que vous voulez, saltimbanque du net. Elle viendra pour nous donner l'occasion. Nous, Nelly. Voilà. C'est nous les saltimbanques du net. J'aime bien ce surnom. Il y a des gens qui font des trucs super et nous on vient, on fait des blagues et c'est Voilà. Donc Marie et moi sommes officiellement les saltimbanques de Club Internet. Et donc cette invitée de prestige évidemment viendra pour nous donner l'occasion d'explorer à chaque fois un nouveau thème en 30-40 minutes à peu près. Voilà pour la petite présentation du nouveau Club Internet. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler corps, YouTube, monétisation et démonétisation, pardon. Yes. C'est un mot un petit peu long. Avec Léa Bordier ici présente. Donc Léa Bordier, donc ta chaîne aujourd'hui cumule plus de 57 000 abonnés sur YouTube. Oui. Extraordinaire. Et ta première vidéo, Cher Corps, elle date d'octobre 2016. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps ? Raconte-nous. Écoute, il s'est passé 60 épisodes depuis, à peu près. Je pense, je compte plus finalement, et j'ai énormément de demandes encore constantes tous les jours, d'envie de participer, de retours, de commentaires, et c'est vachement chouette. Je suis contente que ça marche encore parce que ça fait 1 an et demi, c'est toujours le même format et ça tient et ça plaît toujours, donc je suis ravie. C'est combien de demandes par jour ? C'est si je cumule un peu tout, c'est 10-15. Tu reçois donc 10-15 demandes par jour de personnes qui ont envie de participer. Ouais. D'être, parce que c'est pas rare, enfin c'est pas anodin non plus de passer devant la caméra et de se confier quoi. Et c'est hyper intime en plus à chaque fois, tu vois, dans les mails. Et malheureusement, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde vu que je ne fais pas ça à temps plein. Et je m'en excuse à chaque fois parce que vraiment, c'est des confidences. À chaque fois, je demande un petit peu ce qu'elles ont envie de raconter dans leur épisode pour pas faire trop de redondance et varier au maximum les témoignages. Et malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde. Donc, je m'excuse si je ne vous ai pas répondu et que vous m'entendez aujourd'hui. Parce que du coup, c'est quoi ton métier, ton vrai... Réalisatrice toujours, et je travaille en freelance à côté. Donc j'ai des missions un peu à droite à gauche, et là je développe beaucoup de projets autour de Cher Corps justement. Ah justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de tout ça ? Oh non, c'est trop triste. Oh non, les 100 000 fans de Club Internet n'attendent que ça. Ça y est, ils vont couper Club Internet s'arrête. Mais c'est trop bien. Là, je reviendrai pour en parler. On va devoir couper Club Internet si tu nous dis rien. Ah bon. Alors est-ce que tu peux au moins nous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur ta chaîne ?
En ce moment sur ma chaîne, du coup, je continue les Chercorps. J'ai lancé une série de vidéos qui s'appelle Nos aînés aussi. Il y a 2 épisodes qui sont sortis et ça c'est des portraits témoignages de personnes, hommes et femmes, de plus de 75 ans jusqu'à 97. J'ai Ginette qui a 97 ans. Non, Roger qui a 97 ans, que je me trompe pas, et Ginette 93 ans. Et du coup, c'est des portraits un peu comme Chercorps, mais finalement on va pas du tout parler de corps. Ils vont me parler de leur enfance, de comment était, je sais pas, Paris dans les années 40. Les 2 premiers parlent de la Seconde Guerre mondiale. Le premier, pardon, je dis n'importe quoi là, j'arrive pas à parler. Le premier Roger était résistant en fait pendant la Seconde Guerre mondiale et Ginette est une rescapée des camps de concentration. Donc il n'y aura pas que de la guerre dans ces vidéos, mais l'idée c'est vraiment de témoigner et de garder une trace sur internet parce qu'on n'a pas de témoignages de personnes depuis 75 ans, des formats longs en plus c'est plus de 15 minutes, on en a très peu aussi. Donc c'est vraiment l'idée de laisser une trace et de partager un maximum de témoignages et d'histoires comme ça. Hein. Ordinaire ou moins ordinaire comme avec les 2 premiers épisodes. Je sais pas si tu l'écoutes, mais il y a un podcast, non, vu que tu n'écoutes que Club Internet, mais il y a un podcast qui s'appelle Vieille Branche qui a été créé par Aude Loriot et qui est un peu dans ce même principe. Est-ce que tu trouves que du coup c'est que ce soit sur le corps ou sur les personnes âgées, t'as quand même envie de montrer des choses qu'on ne montre pas beaucoup ou qui sont peut-être sous-représentées sur Internet. Est-ce que d'où vient cette démarche en fait? Est-ce qu'un jour tu t'es réveillé un matin en disant non, il y a des choses que je vois pas sur internet et j'ai envie de les voir ou j'ai envie de les entendre? Alors c'était pas un matin, c'était en pleine nuit parce que je ne dormais pas et ça marche de pas dormir parce que c'est là que j'ai eu l'idée pour Chercorps. C'était pas une idée précise en fait au début, j'avais envie de parler de ce sujet, je savais que c'était un truc que j'aurais aimé voir moi adolescente et c'était un peu pour ça que je l'ai créé à la base et j'ai proposé ça à une amie qui m'a dit tout de suite bon bah allons-y, faisons-le. C'était n'importe quoi parce que je pensais même pas la filmer de face, je pensais même pas faire une vraie interview, je pensais avoir qu'une voix off, enfin c'était vraiment un tout petit embryon du projet finalement. Et je l'ai publié, ça a quand même fonctionné. J'avais pas du tout l'ambition de créer une chaîne YouTube, d'avoir du monde qui me suive, de créer quelque chose vraiment de fort à ce niveau-là. Mais finalement, ça a marché et j'ai eu énormément de demandes. Et comme tu disais tout à l'heure, de personnes qui me connaissent pas en plus et qui m'accordent toute leur confiance. Et c'est vachement chouette de leur part. Bon, apparemment, je mets bien en confiance, donc ça c'est cool. Mais faut le faire quand même pour se confier et parler de sujets devant des milliers de personnes maintenant sur Internet aussi librement. D'autant plus que il me semble, on en avait parlé il y a quelques mois parce que je t'avais rencontré, pour être totalement transparente. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'article sur Numérama, que tu m'avais expliqué que parfois tu vas chez les personnes en question. Donc c'est vrai qu'elles t'ouvrent littéralement les portes de leur intimité. Je vais toujours chez elles, en fait. J'essaye au maximum d'aller chez elles, sauf pour celles qui viennent exceptionnellement à Paris pour tourner avec moi, donc ça c'est cool et elles viennent chez moi. Malheureusement, j'ai plus trop de décor à la disposition, on a un peu tout fait chez moi. On va aller dans un parc. Donc j'arrête. C'est ça. Numérama, on a une petite salle si tu veux. J'essaye toujours de recréer une ambiance de chambre, c'est toujours un petit peu le même décor assez intime avec mes petites lumières. C'est marrant parce qu'à chaque fois les filles me sortent des petites guirlandes de lumière en pensant que chaque fille a cette guirlande chez elle, mais non, je la ramène, c'est mon investissement Emma à 1 €. Généralement, je l'oublie chez les participantes, mais c'est pas très grave. Mais en effet, je viens chez elles, donc elles m'accueillent, elles m'ouvrent leurs portes et c'est hyper chouette. Et le choix de se dénuder, puisque c'est un élément qui est présent dans les vidéos parfois, j'imagine que tu le laisses à chaque fois aux participantes. Ouais. Comment ça se passe concrètement quand tu fais un tournage? Quand je prépare le mail, je prépare l'interview, le tournage, etc., je précise dans le mail qu'elle s'habille comme elle veut. L'important, c'est qu'elle soit à l'aise. Et à la fin, si elle le souhaite et a envie de montrer des parties de son corps en particulier, je peux la filmer pour des petits moments d'illustration si elle le souhaite. Voilà. Et donc, on arrive à ce moment crucial de... Une fois que tu as montré un petit bout de peau sur YouTube, tu ne peux plus faire de l'argent. Exactement. Et il me semble d'ailleurs que tu as été concerné par un événement récent. C'est l'association des internets qu'on avait d'ailleurs reçu une fois dans le podcast Numérama, qui a lancé récemment un hashtag Mon corps sur YouTube pour justement évoquer la problématique de la démonétisation. Et j'ai cru voir sur Twitter que tu as été concerné. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ça? Déjà, c'est quoi la démonétisation? C'est quand, en fait, YouTube pense que ta vidéo n'est pas appropriée et donc on t'enlève toutes les publicités qu'il y a avant ta vidéo qui sont censées te rapporter de l'argent. Et moi, j'ai été concernée par cette affaire pour plusieurs vidéos et en fait, tu sais pas exactement à cause de quoi on te censure finalement. Parce que dans mes 2 ou 3 vidéos, les filles parlent de sexualité.
Et c'est vrai qu'on voit un bout de leur téton, mais sous un soutien-gorge, téton que je n'avais pas du tout vu, ni au tournage, ni au montage. C'est ce que je dis, parce que vraiment, je les avais pas vus, c'est tellement pas important, c'est insignifiant pour moi. Voilà, personne n'est choqué à la vision de ce téton, vraiment. Et c'est pas, en plus, elles sont pas nues. Et du coup, moi aussi, j'ai eu ce problème, comme beaucoup de créatrices, qu'elles parlent de leur corps, leurs règles, d'IVG. C'est souvent de l'éducation, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est bien traité très souvent. Ça devrait pas être censuré, et ça l'est par YouTube, et on n'a aucune réponse de leur part. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on te dit votre vidéo semble inappropriée, on t'enlève la monétisation, et ensuite toi tu peux faire appel, ce que je fais à chaque fois, et là il y a un vrai humain de YouTube, on ne sait pas qui c'est, mais un vrai humain qui est derrière son ordinateur comme ça et qui regarde la vidéo et qui se dit tiens, est-ce que c'est vraiment choquant ou pas, est-ce qu'on remonétise la vidéo ou pas. Et moi apparemment c'était très choquant à chaque fois, parce que à la suite tu reçois un mail qui te dit non, finalement l'humain a décrété que non. Donc t'as jamais eu gain de cause? Si, j'ai eu gain de cause 2 fois. J'avais eu ça pour Roger aussi, ça m'avait tué parce que son témoignage il est génial, je l'adore. C'était clairement pas son téton. C'était, je pense, parce qu'il parlait de guerre. Donc il y a eu un truc où le mot guerre a été entendu certainement par un robot de YouTube, je ne sais pas. Après j'ai fait appel et tout de suite c'est passé. Ouais, d'accord. Mais là j'étais vraiment embêtée quand même. Enfin pour tout, de toute façon je suis embêtée parce que c'est complètement n'importe quoi. Ouais, et d'autant plus que c'est pas que ce téton dont tu parles, on n'est pas que dans montrer quelque chose, on est aussi dans les thèmes abordés. C'est ça. Tu dis que parler d'IVG, c'est quelque chose qui peut être démonétisé sur YouTube. Exactement. Parler d'IVG, parler de règles, parler de sexualité. Et encore une fois, je sais pas si c'est le téton ou si c'est la sexualité qui cause problème, quoi. Bah justement, pour savoir ce qui peut poser problème, moi je me suis dit, je vais aller les lire, ces règles de fonctionnement de YouTube, que donc vous pouvez trouver sur le site de YouTube, dans un règlement qui s'appelle les consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs, puisque c'est exactement le sujet qui nous intéresse. Et donc, qu'est-ce que dit YouTube? YouTube dit, donc aux créateurs et aux vidéastes, nous ne vous dictons pas ce que vous devez créer. Chaque créateur YouTube est unique et contribue au dynamisme de la plateforme. Cependant, les annonceurs ont également un droit de regard sur les emplacements de diffusion de leurs annonces, donc ce qu'on évoquait. Et parmi ces fameux contenus, il y a ces fameux contenus à caractère sexuel. Voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc je pense que c'est de ce dont tu parlais, ou en tout cas ce qu'ils ont mis en avant pour justifier la démonétisation de tes vidéos. Et donc dans ce petit paragraphe, ils parlent des vidéos qui présentent un contenu à caractère sexuel très prononcé, comme des contenus montrant principalement des scènes de nudité, des parties du corps ou des simulations sexuelles, et donc ces vidéos ne seraient pas adaptées à la publicité. Donc voilà, pour remettre les mots précis employés par YouTube sur le site. Ce qui est marrant, c'est que justement ils disent pas c'est nous qui décidons, ils disent les annonceurs ont le droit de choisir, alors qu'en fait c'est pas les annonceurs qui choisissent, vu que YouTube fait c'est a priori que YouTube choisit de démonétiser. Donc c'est pas on monétise à ceux qui veulent, et ceux qui ne veulent pas ont le choix de ne pas le faire. Alors évidemment ce serait plus compliqué à mettre en place un algorithme, enfin ce serait un peu plus de choix humain, j'imagine, mais en soi ça veut dire il y a quand même une certaine, à un moment ils se dédouanent en disant c'est ce que tu disais, en disant c'est pas nous, c'est les annonceurs, en fait ils veulent pas que leur contenu soit sur des gens qui parlent d'IVG. Ouais, quand tu fais appel, finalement, tu fais pas appel aux annonceurs, puisqu'ils sont tous différents à chaque fois. C'est vraiment YouTube. Et je me demande, en fait, qui est cet humain de YouTube? Vraiment, si vous êtes cet humain, faites-moi signe. L'humain parce de que YouTube. Finalement, est-ce qu'on leur dit, voilà, dès qu'ils, c'est peut-être un peu bête, mais moi j'imagine que dans ces humains de YouTube, il y a plus d'hommes déjà que de femmes. Certainement. Faudrait demander, faudrait vérifier. Mon hypothèse et l'hypothèse partagée. On devrait inviter quelqu'un de YouTube. Nous, on est volontiers, on est ouvert. Franchement, si vous voulez venir, à défaut d'avoir quelqu'un autour de la table, c'est vrai qu'il y avait eu un communiqué, je me rappelle, en réaction à ce hashtag, et effectivement, ils remettaient cet argument qui est le leur en avant, en disant qu'il existe des vidéos qui respectent le règlement de la communauté YouTube, mais qui ne conviennent pas nécessairement à l'ensemble des annonceurs, et c'était ça leur argumentaire, en fait, en réponse à ce hashtag. Un petit peu de vent, quand même. On aimerait des réponses plus précises. D'autant plus qu'il y a plusieurs youtubeurs masculins qui ont qui ont témoigné ensuite, notamment Nota Bene qui a dit qu'il a fait une vidéo sur le sexe au Moyen-Âge, qui a littéralement le mot sexe dans la vidéo, et ça n'a pas été, et ça a été monétisé par YouTube. Je crois qu'il y a aussi une autre chaîne, Dans ton corps, où il parle aussi il parlait c'est ça, il disait qu'il avait été censuré, enfin il avait été démonétisé, pas censuré, quand il parlait de clitoris, mais quand il a fait une vidéo sur le pénis, elle a été monétisée. Donc là, on sent qu'il y a quand même, on peut pas passer à côté de ce biais sexiste.
Ouais, je sais plus si c'est Julien Méniel ou un autre youtubeur. C'est lui, je crois. C'est Julien. Ouais. Et en fait, si tu veux, donc c'était l'organe sexuel masculin, je sais plus comment ça s'appelait. C'était en tendance YouTube, en fait, pas de souci. Et l'autre, elle est complètement censurée et démonétisée. Et c'est exactement la même personne qui fait la même vidéo sur presque le même sujet. C'est quand même dingue. Pourquoi ce tabou, quoi? T'as une idée? Au-delà de la société est sexiste, c'est pas bien. Non, mais tu vois, on est à un moment où on pourrait peut-être se dire que les plateformes ont compris que ce genre d'exemple est absurde et qu'elles auraient tout intérêt à au moins faire une espèce d'égalité de base de traitement, bien sûr. Hein. Je pense que ça va changer, mais c'est assez récent aussi. Ne serait-ce que les vidéos qui abordent ces sujets, c'est vrai qu'avant ce qu'on voyait le plus et ce qui était un peu le plus mis en avant de contenu féminin, ça restait un peu beauté, lifestyle, etc. Et là, il y a je trouve il y a beaucoup plus de mise en avant de contenu créé par des créatrices. Réalisé par des créatrices féminines. Et du coup, je pense que c'est cette nouveauté qui est un peu qui pose problème un petit peu finalement. Et qui est finalement qui est illustratrice de ce qui se passe dans la société, on essaye d'expliquer ce que c'est d'avoir ses règles, d'avoir un corps de femme, qui est en fait des choses qui sont de manière depuis des décennies parfaitement invisibilisées. Et peut-être que c'est juste, t'as raison, peut-être que il y a peut-être une pente ascendante vers l'acceptation de j'espère. Je me dis ça parce que sinon c'est triste, quoi. On pourra pas continuer longtemps. Enfin, c'est dommage parce que c'est tellement important dans l'éducation des plus jeunes. Moi, je pense que, notre génération, on n'avait pas autant d'informations à disposition. On avait le petit carnet là sur la sexualité qu'on a eu au collège, là, le truc qui faisait trop peur. Où on parlait pas de clitoris, là, ça fait pas longtemps qu'on en parle. Enfin, tout ce qui est sexualité féminine et compagnie, il y avait très peu de moyens pour nous à l'époque. J'ai l'impression qu'on est très vieille en disant ça. Oui, c'est ça. On a 12 ans et demi. J'ai 26 ans, même pas pareil. Mais il y a aussi des sujets il y a aussi d'autres mots. Alors je sais pas si c'est des mots clés en fait, c'était aussi une de mes questions. Par exemple, il y avait une vidéo avec marqué être lesbienne qui a été démonétisée. Il y a des mots en rapport avec la communauté LGBT qui sont aussi un trigger, soyez anglophone. J'ai Wonder Woman Edition, ok. J'ai essayé un indice qui fait que YouTube que l'algorithme va cibler cette vidéo parce qu'il y a certains mots. Donc est-ce que là on va un petit peu au-delà aussi de la question homme-femme et on va aussi vers tout ce qui ne ressemble pas à la norme selon comment la tech la voit. Il y a d'autres exemples en fait qu'on peut aborder à ce niveau-là, je trouve. De toute façon, il y a qu'à voir aussi la multiplication des sites. Régulièrement sur Numérama, on en parle des initiatives. Dernièrement, c'était une encyclopédie en ligne qui se lançait sur Kickstarter justement pour montrer les organes sexuels, l'organe sexuel féminin. Et Poussipédia si je dis pas de bêtises. Et voilà, il y a qu'à voir juste le fait qu'on ait besoin en fait d'une telle plateforme, qu'il faille un Kickstarter pour lancer ça. Ça montre qu'on n'en parle pas ou qu'on le montre pas sur Internet, tout simplement. C'est un truc plus large. Bon, là, on parle de YouTube, mais on va pas non plus faire, on part un peu en déprime en disant on parle pas de ça sur Internet. J'ai l'impression, j'ai cru comprendre que tu avais eu des demandes en mode pourquoi tu montres pas le corps des hommes aussi? Yes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? La grande question qu'on te pose souvent. C'est toujours un peu la même chose. Dès qu'on parle un peu trop des femmes, on se demande pourquoi est-ce qu'on parle pas assez des hommes. Donc, mais au-delà de ce constat un peu cynique et provocateur, est-ce que toi t'as une démarche derrière? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens? Déjà, je ne leur réponds plus. Malheureusement, je le mets dans la description parce que dans les 15 mails que je reçois par jour, j'ai aussi ça. Tout le monde me demande ça. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir, mais c'est quelque chose que je ne ferai pas pour le moment. Je dis toujours pour le moment parce que dans la vie, on ne sait jamais. Je cite Magic System. mais non, moi je voulais m'adresser aux femmes, je voulais parler des femmes, enfin m'adresser aux femmes et aux hommes aussi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est quelque chose que je connais, que je comprends. Tu vois, quand je discute avec chacune des participantes, je vais toujours avoir une anecdote, un lien avec la personne, que ce soit de ma part ou de la part de mon entourage, alors qu'avec un homme, je l'aurais certainement moins. Je pense que c'est quelque chose que je ferais moins, très honnêtement. Et pour l'instant, j'ai pas spécialement ni le temps, ni l'envie de le faire, mais tout le monde me demande, me demande des conseils, des avis, et à chaque fois, je réponds, mais allez-y, faites-le et faites-le à votre manière. Ne faites pas
une série de vidéos intitulée Chercore avec une petite lumière derrière du jazz. Mais et juste le symbole masculin. Voilà. mais en effet, en plus, c'est un sujet dont on parle de plus en plus sur Internet, je trouve, et je suis sûre que ça va se développer, et tant mieux, et je serai la première à le partager. Tu dis que tu reçois pas mal de conseils. Est-ce que ça veut dire que, est-ce que toi, dans ton rapport, est-ce que tu te sens comme une, entre guillemets, influenceuse? Est-ce que tu as commencé maintenant à te sentir responsable d'une certaine pédagogie, d'une certaine communauté quand tu dis on vient me demander plein de conseils et tout? Et comment tu réagis toi? T'as 58 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, ça veut dire que il y a forcément des gens qui viennent te voir et te demander des conseils, te dire tes vidéos elles ont changé mon rapport à mon corps, je m'accepte, machin. Tu dis que c'est pas ton métier à plein temps et en même temps il y a plein de gens pour qui c'est le métier à plein temps de faire ça. Et est-ce que tu te sens de plus en plus responsable d'une certaine communauté et d'une certaine parole? Alors responsable non, maintenant tu vas mettre de la pression et peut-être que demain oui. Non mais ça doit, moi je m'imagine un petit peu, ça peut être un petit peu déconcertant d'avoir tous ces gens qui se tournent vers toi et qui te demandent conseil. C'est pas tant les conseils, c'est plus les confidences parce que j'en reçois énormément. Et des fois c'est pas évident dans les tournages et aussi dans les mails que je reçois, mais en effet je reçois énormément aussi de messages qui me disent de femmes jeunes ou moins jeunes qu'elles ont complètement changé de vision par rapport à leur corps, par rapport aux autres femmes, que ça les a bouleversées, chamboulées, changées entièrement, et ça c'est génial. Mais j'ai pas cette responsabilité-là, mais j'ai la responsabilité de créer un contenu qui intéressera toujours et qui sera toujours pertinent, mais pas trop pour c'était pas français ce que j'ai dit. Non mais je demandais parce qu'on avait comme tu disais, on avait interviewé Morgane de Amour Solitaire et elle était, vu qu'elle a beaucoup d'abonnés, je crois que c'est 200 000 abonnés sur Instagram, me semble-t-il. Elle reçoit également énormément de messages, c'est genre 300 par jour, et elle disait en fait c'est mon travail à plein temps. Elle répond à tout le monde. J'ai entendu ça et c'est exactement. On se dit waouh. Et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément ce pourquoi tu signes quand au départ tu lances. Et en fait je m'y attendais pas non plus, si tu veux. Donc j'essaye de répondre au maximum vraiment sur Insta. Je pense que je suis la plus rapide parce que je traîne un peu trop sur Instagram, mais j'essaye de répondre au maximum. Mais c'est vrai que 300 je peux pas le faire, et surtout que comme c'est des choses assez précises à chaque fois, je vais pas juste répondre merci bye, c'était cool quoi. Donc et du coup, je viens de vérifier, c'est 129 000 abonnés que Amour Solitaire a sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à faire un petit tour sur notre Instagram du Numéragramme. Numéragramme, voilà, vous avez plein de belles images, une petite story du jour. On parle d'autres plateformes justement. Est-ce qu'il y a certaines plateformes sur lesquelles il n'y a pas cette, alors on dit censure, mais c'est pas de la censure à proprement parler, mais il n'y a pas cette démonétisation? Est-ce qu'il y a moins de, on sait que Facebook est extrêmement ardu sur la nudité. Instagram pareil. Instagram aussi. Par contre, Tumblr est une plateforme extrêmement libre en matière t'as des gifs érotiques, t'as du porno, t'as des femmes nues, t'as des hommes nus, donc il existe encore certaines plateformes. Est-ce que c'est parce qu'ils font moins d'argent, ou est-ce que... Je vais tellement plus sur Tumblr, j'avais même oublié l'existence. Moi non plus. Tu savais qu'il y avait des gifs érotiques? Pas du tout. Mais Tumblr me semble peut-être le seul et l'unique, parce que quand tu vois Instagram, c'est pareil. La photo, tu sais, de la fille avec ses règles là, en culotte blanche. Oui, tout à fait. Oui, je me rappelle de cette photo dont on avait d'ailleurs. Je me souviens parler une fois sur Numérama, puisque elle a été censurée. Qu'est-ce qui s'est passé? Censurée, ça a fait polémique. Ça a fait polémique. Alors attends, j'essaie de retrouver ça. Si tu veux, on voyait des règles rouges et non bleues. Elle est allongée en fait sur son. Je crois même qu'elle est allongée sur son lit. On la voit de dos. Elle doit porter un petit pyjama classique, le pyjama que vous mettez le dimanche. Et il y a un petit peu de sang sur son vêtement et sur son lit, me semble-t-il. Et donc cette histoire avait fait un grand débat puisque trois gouttes de sang. Et Insta avait supprimé la photo. Oui, supprime les photos. D'accord, directement. Ça, donc là, on est même plus dans une démonétisation d'un contenu en fait, parce que YouTube ne supprime pas tes vidéos, mais ils ont renforcé leurs règles maintenant. Je saurais pas te dire exactement, mais au bout de 3 avertissements, quelque chose comme ça, bim, ça dégage. Et une démonétisation, c'est un avertissement? Non, d'accord. Je crois pas, mais non. Non, sinon je serais un peu... Ils suppriment ta chaîne aussi carrément, mais je pense que là c'est pour les trucs un peu chauds, genre Logan Paul quoi. Ouais. On a fait un papier là sur Tipeee dont on parlera après, mais je crois que la chaîne du Lapin Taquin aussi qui a été supprimée, enfin des youtubeurs un peu plus controversés
En parlant de controverse, j'ai fait mon point avocat du diable. C'est un avis qu'on entend et c'est un avis qu'il faut porter si on se dit que YouTube, Facebook, Instagram, si on se rappelle qu'à la base ce sont des entreprises, des plateformes tierces, dont le seul but est de faire de l'argent, d'être là et de ne pas héberger des contenus, de faire le bien dans le monde. Est-ce qu'on pourrait pas se dire ou imaginer qu'en fait, c'est vous qui choisissez de mettre votre contenu sur les plateformes gratuitement et qu'en échange, ils vous rendent un service entre guillemets et ils réussissent donc ça leur incombe et ça leur revient de choisir ceux qui veulent monétiser, ceux qui veulent sur la plateforme, ceux qui veulent décider. On revient toujours à ce même débat de la neutralité de la tech, de la responsabilité de ces plateformes. Alors évidemment, aujourd'hui, elles sont dans une telle situation de monopole qu'on est obligé de considérer ça plus grand qu'une entreprise simplement. Mais pardon, je t'ai vu te gratter ton nez sur le micro et t'as dit tout à l'heure que t'adorais te gratter le nez sur le micro. J'ai pris cette habitude-là, c'est très gênant, faut me dire. J'espère qu'on aura une photo, la prochaine fois on fera un live. J'ai pas eu le temps de dégainer mon téléphone, c'est dommage. Mais franchement, c'est très rassurant, je trouve. Tu devrais essayer. J'ai essayé d'enchaîner avec ça. Les bons conseils de Club Internet. Non mais alors par exemple, récemment il y a eu plein de pages Facebook, dont une qui s'appelle FireRank, qui avait énormément de followers, il y a 1 million d'abonnés sur Facebook, qui se faisait beaucoup d'abonnés grâce à du like hacking, des choses un peu de la zone grise de Facebook. Et Facebook du jour au lendemain a dit stop, on supprime votre page. Et donc les mecs, c'était une entreprise de 15 personnes françaises qui a mis la clé sous la porte. Et Facebook a dit en fait c'est nous, on décide de ce qu'on fait. En fait vous avez décidé de bâtir votre business model sur notre plateforme et avec nos règles, mais nous on fait ce qu'on veut. Et du coup, tu mimes un taquet, mais c'est ça. Hein, à la fin, du jour au lendemain, une plateforme peut faire la même chose. Apple avait fait la même chose en 2013 avec une application qui s'appelait App Gratis, qui fournissait des services qui fournissait des applications gratuitement qui étaient payantes normalement. Et un jour, Apple a juste dit, on vous enlève de l'App Store. Et c'était une entreprise qui venait de lever 40 millions de dollars. Elle a mis la clé sous la porte également. Et à chaque fois, évidemment, qu'on peut pas porter ce discours de manière non nuancée, mais il y a quand même cet argument qui est, ça reste des plateformes capitalistes qui font de l'argent, sur lesquelles nous sommes le produit parce que nous mettons des contenus gratuitement dessus. Donc c'est un peu cet argument avocat du diable que je me force à faire, mais qui est quand même porté aussi par une certaine frange de la tech. Et la question c'est vers où est-ce qu'on va en fait. Est-ce que il faut plus responsabiliser les plateformes en leur donnant plus de pouvoir, mais ce qui veut dire que du coup on estime qu'elles ne sont pas neutres et en même temps qu'elles sont censées avoir un espèce d'être contrôlables par leurs agissements doivent être contrôlables par l'État, par nos représentants. C'est un peu tout ça que ça soulève une fois qu'on passe au-delà de la démonétisation de certaines vidéos. Mais dans le cas de YouTube, encore pour les corps féminins, ça a quand même pas lieu d'être. Tu vois, la question devrait pas se poser. Quand ils avaient eu des problèmes avec des campagnes pour propagande au djihad, oui. Et du coup il y a plein d'annonceurs qui sont partis. Bon, là clairement on comprend que il y a démonétisation, etc. Mais pour montrer des corps féminins de façon intelligente et éducative, c'est vrai que on voit pas. Ah oui, et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi on me les démonétise. En vrai, je gagne très peu avec YouTube, donc c'est pas ce qui me choque le plus, en tout cas pour l'instant. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est interdit aux moins de 18 ans. Et donc c'est vraiment, en fait, les jeunes ne doivent pas voir ça. Un téton. Ou même apprendre des choses de son corps. Ouais. Mais là, est-ce que là on prend des exemples, le djihad versus parler du VG. Mais en fait tout se situe dans la zone grise et c'est bien ça les deux ensemble, ça devrait donner quelque chose de cool. Je pense que ce serait démonétisé hein. On va pas se mentir. Ah. Justement, en parlant de sujets donc controversés, on a publié hier au jour où on enregistre ce podcast, donc ça fera il y a quelques jours au moment où vous l'écouterez probablement, une enquête concernant Tipeee. Tipeee, c'est la plateforme, je pense que tu la connais, ouais. C'est une plateforme qui a été créée en France en 2013 pour aider les créateurs, donc il y a beaucoup de youtubeurs, mais il y a aussi d'autres personnes à se financer grâce à des pourboires, donc tout type. Donc les gens qui apprécient les contenus des youtubeurs peuvent aller sur leur page Tipeee et leur les financer, que ce soit mensuellement ou pour une seule vidéo ou pour une seule fois. Donc nous c'est Fleur Labruni qui travaille pour Numérama en ce moment, qui a fait
a enquêté sur Tipeee depuis 1 ou 2 mois et qui a parlé à une dizaine de youtubeurs qui se sont plaints de 2 choses principalement. Alors la première, c'est que Tipeee est pas forcément tout rose dans la manière de gérer la fiscalité. Donc oui, en fait, on s'est rendu compte que personne ne déclare la TVA, ni les youtubeurs ni Tipeee. C'est quand même 20% de tout ce qui est perçu. Donc ça veut dire qu'on va bien toucher à des dizaines de milliers d'euros par mois, et que le fisc français échappe à tout ça. Donc pour l'instant, évidemment, le fisc ne sait absolument pas de quoi il s'agit, bien parce sûr. Que YouTube, ce n'est pas quelque chose qui existe. Mais le jour où ils prêteront attention à ça, les youtubeurs pourraient être vraiment inquiétés parce que personne n'a mis de côté pour payer cette fameuse TVA. Mais l'autre côté aussi, c'est les contenus qu'on va appeler controversés, problématiques, de youtubeurs qui utilisent la plateforme et pour propager des messages qui soient d'extrême droite, qu'ils soient en faveur du cyberharcèlement, qu'ils soient... Et ces personnes-là ont des comptes sur Tipeee, qui est une plateforme française, et qui choisit de les laisser se financer via leurs outils. Et donc ça ça pose une toute nouvelle question de exactement la responsabilité pareille des plateformes de la tech, de à quel moment tes outils sont utilisés pour financer quoi. Et c'est toujours la même chose. Donc là, on est dans l'inverse. Donc tu parlais du djihad tout à l'heure, on n'est pas là, c'est pas des appels au djihad, mais c'est des youtubeurs qui réussissent à gagner parfois jusqu'à 2000 euros par mois grâce à une plateforme qui leur donne juste les outils et qui dit. Alors Tipeee a répondu à Fleur en disant on n'est pas politique, on est apolitique. C'est pas notre problème. Et donc on a en fait exactement le même discours que YouTube. Et c'est des Français Tipeee du coup, oui, des youtubeurs c'est une plateforme française. Ouais. D'accord. Et bah oui, c'est exactement. Je savais pas du tout que c'était financé. J'ai pas trop suivi les gens qui étaient les youtubeurs qui étaient sur Tipeee en tout cas, mais c'est un système qui est quand même assez chouette à la base pour pouvoir s'y consacrer à temps plein. Et je savais pas, tu vois, que c'était possible pour un projet. Je pensais que c'était vraiment au mois. Et je crois que c'est Usul qui peut se financer, qui se finance par vidéo. Ça se vérifie, mais c'est ce que Fleur avait vérifié. Mais du coup, comme on parle de financement alternatif, donc Tipeee est une plateforme qui a aidé beaucoup de youtubeurs, notamment des vulgarisateurs qui étaient pas trop mis en avant sur YouTube avant. Est-ce que toi tu connais d'autres manières par lesquels tu pourrais te financer? Est-ce que pour l'instant c'est pas ton souci parce que t'as un travail à côté, mais est-ce que au final l'idée parfaite ce serait pas on démonétise tout, on s'occupe plus de YouTube et on se fait de l'argent ailleurs? Bah écoute, pour moi c'est vrai que la question se pose pas pour l'instant en tout cas. On me l'a proposé dans les commentaires aussi, à chaque fois ça m'étonne, je suis waouh, tu mettrais 1 euro pour moi tous les mois, c'est exceptionnel. Et ça me touche, ça me fait très plaisir, mais pour l'instant la question se pose pas. Moi je vais essayer de faire le CNC Talent, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je trouve que c'est une excellente initiative. Tu peux juste décrire Alors le CNC Talent, c'est comme les aides au CNC pour le cinéma, mais c'est version web et version youtubeur. C'est sorti il y a pas longtemps, c'est un nouveau projet. Ouais, il y a quelques mois, il y a 6 mois je pense, et tu as une aide à la chaîne quand tu as plus de 50 000 abonnés et une aide à la création, donc la création originale, que ce soit une série, un documentaire, tout ce que tu veux publier sur ta chaîne, pour les plus de 10 000 abonnés, ce qui reste quand même assez abordable. 10 000 abonnés, c'est pas non plus entre 50 et plus de 100 000. Après, il y a des youtubeurs qui disent que c'est déjà trop. Il y aura toujours, mais qui disent que ceux qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce, c'est justement les gens qui sont en dessous de 10 000. Après, c'est un sacré coup de pouce parce que du coup, c'est 30 000 euros pour les 10 000 et 50 000. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça pour les 50 000. Pour l'aide à la chaîne. Et ça, je trouve ça vachement bien, et c'est un système en tout cas qui moi me plaît parce que ça me permettrait vraiment de continuer ce que j'aime faire et de me consacrer vraiment à temps plein sans demander de l'argent aux abonnés. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à dire aux abonnés, aux gens qui regardent mes vidéos. À mes abonnés. Et je trouve ça chouette que ça existe enfin. Ça a mis du temps à arriver, mais ça veut dire que c'est quand même assez pris au sérieux. Et il y a des créations, j'ai regardé un petit peu, qui avaient remporté tout ça. Il y a Sophie-Marie Larouille qui va faire sa série trop chouette issue de son livre. Il y a Solange te parle, Julien Méniel dans ton corps, vraiment des contenus assez divers et intéressants, et tant mieux que ça existe. Du coup, tu disais, je veux pas demander aux abonnés. C'est parce que est-ce qu'on ne serait pas dans un syndrome de l'imposteur version 2.0, ou est-ce que c'est toi personnellement, ou est-ce que tu penses que généralement les spectateurs n'ont pas à payer pour des contenus comme ça?
C'est compliqué. C'est compliqué. Je me vois pas pour l'instant demander de l'argent, sachant que je gagne ma vie ailleurs autrement, que j'ai le temps pour l'instant. Mais ça demande une responsabilité peut-être aussi. Enfin, à partir du moment où des gens te payent chaque mois, peut-être que ça rend les choses beaucoup plus compliquées tout de suite. En fait, c'est bizarre, même si je suis plus du tout dans un statut de CDI, de tout ça, de gagner de l'argent grâce aux gens qui me suivent. Je trouve ça encore assez flou pour l'instant. Je trouve ça très bien pour les autres et à chaque fois, je vois que les cagnottes explosent et tout. Je trouve ça génial. Je pense pas que ce soit un syndrome de l'imposteur. Enfin, si, peut-être. Je sais pas. Moi, je veux juste caser des mots féministes. Pour voir c'est pour le côté tu l'as fait. Pour voir si notre podcast sera démonétisé. Tu testes. Ouais, donc du coup, c'est pas... Non, pour l'instant, c'est pas au programme. Je vais tenter le CNC, après, c'est pas dit. Ça se trouve, je ne vais pas être acceptée. Mais je crois qu'il y a pas énormément de demandes. Enfin, bon, peut-être que je dis ça et... Mais tu vois, tu dévalorises encore ton travail. Non. Mais si! Oui, peut-être. Un podcast empowering. Ah, oui, j'espère. Mais, en fait, il y a tout un dossier, assez gros à faire de production, vraiment. Là, je vais être entourée d'une super copine productrice qui va m'aider, mais c'est vrai que ça peut faire peur en fait quand tu vois tout ce que tu dois faire, mais c'est normal, c'est une aide financière assez énorme. Après, il faut avoir d'autres aides à côté. Bon, c'est tout un boulot à faire, mais en tout cas, ouais, je me penche plus sur ça pour l'instant. On verra plus tard. Okay. Et est-ce que tu t'es posé la question aussi de est-ce qu'il y aurait une alternative à YouTube? Parce que finalement, on parle donc des problématiques autant de YouTube, mais c'est aussi la plateforme qui pourrait être autre. Dailymotion. Dailymotion, ils essayent de revenir. Hein. Il y a beaucoup de... Enfin, voilà, ils essayent de revenir et de rentrer en contact avec les youtubeurs, les gens présents sur YouTube. Mais en fait, c'est ça qui est triste, c'est que moi, je m'imagine pas ailleurs que sur YouTube. Je consomme et je suis sur YouTube depuis des années et je vois pas autre chose. C'est mon mode de fonctionnement aussi. À part Dailymotion, c'est vrai. Et puis, malheureusement, il y a pas grand monde sur Dailymotion. Il y a toute une communauté sur YouTube. Moi, c'est ça que je trouve génial dans les commentaires, les échanges, les partages que je retrouverai pas ailleurs. Donc, pour l'instant, ils sont un peu les rois du monde, quoi. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils peuvent se permettre de démonétiser, de pas vraiment devoir rendre des comptes en permanence. C'est ça. La boucle est bouclée, Marie. Bravo. Eh bien, écoutez, je crois que ce podcast, malheureusement, arrive à son terme. C'était toute la journée. Oui, on avait prévu de faire un podcast qui dure 24 heures. Voilà, c'est bientôt le podcast d'une journée sur Numérama. Eh bien, écoutez, merci Léa d'être venue nous voir dans ce podcast. C'était fort intéressant et donc on espère que tu nous tiendras au courant pour ces éléments dont tu n'as pas pu nous parler. Voilà, on est tous très déçus, tous les auditeurs, auditrices. La culpabilisation. Mais ça va être trop bien. Il faut continuer à regarder mes vidéos du coup parce que ça va être génial. Et ce sera l'année prochaine. L'année prochaine, très bien. Donc horizon 2019. Oui, je sais encore. Début 2019. Début 2019. Bon, ça va passer vite. Attends 2 minutes, elle va tout nous dire. Bien sûr. On reste encore un peu à l'antenne ou pas? Non. Merci beaucoup Léa. On suivra donc ta chaîne YouTube et donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne passionnante, mirobolante. Merci Marie. Merci à tes toi, interventions de qualité comme toujours. Et donc des podcasts. Voilà, les Saltimbanques vous remercie pour votre écoute et on vous donne donc rendez-vous d'ici un mois pour un nouveau numéro de ce podcast Club Internet, toujours dans notre édition Wonder Women avec une nouvelle invitée de prestige. Salut.